qui sont ces leaders communautaires? Une façon de reprendre un peu Oumar Modisso, question posée par les auditeurs. Il dit, je pense que pour limiter cette supposée troisième vague, l'État devrait miser surtout sur toutes les forces vives de la nation, ça on l'a dit. Il dit les chefs religieux, la société civile, il y met les hommes politiques et même les dirigeants des ASC pour ensemble stopper cette pandémie. Il faut aussi du suivi dans les espaces de santé pour la bonne gestion de cette opération de lutte contre le coronavirus. Il a raison. Oui. Et on peut continuer, on peut élargir la liste. Il y a énormément de sources de crédibilisation du discours qui existent. Quand les jeunes, dans les autres phases, aperçoivent une personne âgée qui vient leur parler de masque, mais aussitôt, les Russes, ils ont une tendance à ne pas démentir, à accepter ce qui vient des personnes âgées. Donc, mais au-delà de cette liste qu'il faut élargir, il faut des dynamiques de concertation et de discussion. Il faut que nous waxtaan. Réero amul ñàkk waxtaan am. Il faut que à tous les niveaux, jusqu'au niveau de la famille nucléaire, le niveau le plus bas de la hiérarchie sociale et des organisations sociales, qu'on puisse discuter. Parce que c'est dans les familles qu'on va trouver de nouvelles niches de vulnérabilité, qu'il y a de nouvelles chaînes de transmission. C'est-à-dire que l'individu peut avoir la maladie parce qu'il a été visiter une autre famille, parce qu'il a été notamment dans un décès, il rentre chez lui et il transmet chez lui. Donc il faut voir comment casser la chaîne de transmission au niveau de la famille. Comment? Et ça, c'est dans la discussion. Et ça, dans la centralité, dans la reconnaissance de la place centrale de la femme, dans l'éducation pour la santé et dans la fabrique de la santé au niveau de la famille. Il faut déconcentrer aussi la communication, parce que la remarque qu'on a faite, c'est que les bulletins quotidiens ont repris quand même au niveau du ministère de la Santé. C'est ça. Est-ce que ce qui est certainement une bonne chose, mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est peut-être une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui arrive dans les épidémies, à un moment donné, nous arrivons à un seuil de saturation. Les gens n'écoutent plus, ils zappent. Ça ne les intéresse plus d'avoir les chiffres. Les statistiques sont ennuyeuses. Ça prête attention quand ça monte très fort, mais quand ça diminue, etc., les gens ne prêtent plus attention. Et encore, à un moment donné, ils zappent totalement. Parce que communiquer, c'est communicare, c'est-à-dire mettre les gens au même niveau. Il n'y a pas un qui communique, un qui informe et l'autre qui enregistre. Il faut que ça passe dans les deux côtés. Des deux côtés. C'est-à-dire, il faut que ce flux, cette interaction puisse être générateur de co-construction de réponses. Je dis que vous ne pouvez pas, on ne peut pas, si on n'a pas une concertation dans les familles pour avoir des consensus, on ne peut pas, on le parviendra difficilement, casser la chaîne de transmission. À partir de quand les gens dans la famille vont porter des masques à l'intérieur de la famille? À partir de quand on voit tel et tel symptôme au niveau d'une personne, on ne s'approche pas de cette personne tant qu'elle n'a pas porté le masque et que tant que vous-même, vous n'avez pas porté le masque. À partir de quand on va et comment on va répartir le repas pour que celui qui présente un certain symptôme n'affecte pas les autres au cours des repas, etc., etc. Oui, du point de vue personnel, parce que vous avez séjourné à Touba lors de la première vague et certainement de la deuxième vague. Vous avez séjourné, entre guillemets, au COUS, parce que vous avez collaboré étroitement avec le COUS en tant que socio-anthropologue. Quelle est l'expérience que vous en avez tirée? Elle est riche, en ce sens où c'est des co-constructions de dynamiques qui sont différentes et qui sont difficiles. Au départ, c'est normal, entre le discours biomédical et le discours socio-anthropologique, ça ne passe pas, mais au fur et à mesure qu'il y a des clashs, on arrive à se construire. Alors, ce qui s'est passé à Touba, c'est que mes collègues, je pense au docteur Ndak Diop et à plein d'étudiants volontaires qui étaient sur place, c'est de voir comment faire de sorte que le talibé se dise que c'est lui qui doit protéger son marabout, son sérigne ou la hiérarchie. Parce que la hiérarchie religieuse ne demandera pas à ce qu'on la protège elle-même. Elle va prendre des risques généralement.
et pourraient prendre des risques. Ça fait partie de leur dimension sacerdotale. Oui. Maintenant, mais quand le talibé se dit, je porte mon masque pour protéger mon marabout, je me lave les mains pour protéger mon marabout, ça a été des moments très forts. Et ensuite, on a vu que puisque je vous dis que les femmes vont jouer un rôle très important, que dans le dispositif, dans la hiérarchie, dans l'organisation religieuse, les sokhna avaient joué un rôle très important. Sokhna Issa Mbacké, que je salue en passage, et tant d'autres avec lesquels on a travaillé, elles ont pris un leadership dans la fabrication de masques, par exemple, et dans les communications communautaires. Nous avons vu aussi que les daïras qui tournaient autour des sokhna mobilisaient des milliers d'individus, et que si on renforçait les capacités de ces leaders, certains ce sont simplement des leaders de femmes bataille, elles ont investi les médias et elles avaient un discours qui porte beaucoup plus loin et beaucoup plus fortement, qui touche plus l'éthos que les discours du médecin qu'il faut apporter en complément. Vous êtes toujours dans le dispositif. Vous savez, vous socio-anthropologue. Vous savez, la dimension personnelle n'est pas le plus important. Nous sommes simplement, nous avons été là-bas comme volontaires. Très bien. Au début, comme je le dis tout le temps, on a tapé sur la porte, on ne voulait pas nous ouvrir, mais à force de taper, on a fini par nous ouvrir. Et quand nous sommes entrés, on ne nous a pas dit de nous asseoir, et après on nous a dit de nous asseoir, et ainsi de suite. Le processus d'intégration de l'anthropologie et de la sociologie dans les dispositifs est lent. Et là aussi, à un moment donné, nous avons eu des difficultés pour boucler certaines opérations, parce qu'on ne s'entendait pas, il n'y avait pas assez de cohérence et de coordination par rapport à différents autres secteurs. Voilà. Mais ça, c'est pour dire encore ici que ça, c'est du passé. Le défi, il est actuel. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le Président de la République, écoutez ce message de notre socio-anthropologue, professeur Cheikh Ibrahima Niang. On parlait des chefs religieux. Quand on parle des chefs religieux, on parle également des fêtes religieuses. Après la Tabaski, on a eu d'ailleurs un impact négatif. Il y a le Magal qui va arriver, les Gamou qui vont arriver et d'autres occasions de rassemblement. Le défi n'est-il pas d'obtenir un mouvement d'ensemble, un mouvement cohérent entre les contraintes médicales, le discours du politique et également le discours du religieux et du coutumier? C'est ça. En fait, c'est ça. Vous avez raison. Pour ce qui est de Covid, tous les rassemblements posent problème. On ne pourra pas contrôler la transmission du virus à l'occasion des grands rassemblements. Ça va être difficile en tout cas. Donc c'est ça le principe. Quelle que soit la nature du rassemblement, le rassemblement pose problème. Maintenant, qui décide du rassemblement? Suivant quelle logique? À partir de quel point fort de croyance et de représentation et d'adhésion à une religion ou à une identité? Ce sont des questions très profondes. Pas seulement médicales, elles sont aussi ontologiques, elles sont aussi théologiques, elles sont sociologiques. Alors, ce débat qu'il faut entretenir avec les leaders religieux n'est pas seulement un débat de l'État, du système de pouvoir, le gouverneur, le ministre, etc., qui va discuter avec la hiérarchie. Non, c'est aussi un débat de collègues scientifiques de toutes les sciences, biomédicales et sociologiques, avec différents éléments des différents échelons des hiérarchies religieuses. À partir de ce moment, on pourra espérer co-construire une décision consensuelle auquel les religieux pourront se retrouver. D'ailleurs, nous trouvons que dans certains cas, des religieux ont pris l'initiative de fermer leurs mosquées ou d'interdire certains rassemblements, etc. Parce qu'ils sont arrivés à cela. C'est ça. Maintenant, ce n'est pas des décisions autoritaires. Si vous posez des décisions autoritaires, il se peut que ça soulève des frustrations, des mécontentements et peut-être des résistances ou des formes de réaction violente. C'est par la persuasion, par l'argumentaire, par la discussion qu'on arrive à co-construire. C'est aussi en utilisant les ressources locales. Quand nous avons été à Touba, nous avons travaillé avec une personne qui nous avait beaucoup marqué, c'est le docteur Souran. Parce qu'il était proche
très proche de l'ancien calife, calife des Mourides, Serigne Saliou. Et il nous a introduits. Et chaque fois, il fallait au niveau des marabouts des coins, au niveau des imams, au niveau du frère, du fils aîné du calife à l'époque, co-construire, discuter avec eux, apporter des argumentaires, parce que c'est au niveau des logiques de discussion qu'on arrive à co-construire quelque chose. Maintenant, cela dit, ce n'est pas suffisant. C'est encore loin d'être suffisant. Et quelles que soient les décisions qui ont été prises, quelles que soient les situations dans lesquelles ils se trouvent, on n'est jamais dans des situations désespérées. Les gens peuvent travailler très bien. Dans des situations difficiles, ils peuvent travailler très bien pour que chaque personne au niveau individuel puisse prendre les mesures idoines. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est justement comment éviter tout type de rassemblement. Alors, cela dit, ça c'est une partie. Une autre partie, même s'il n'y avait pas ces grands rassemblements, l'épidémie va continuer parce qu'il y a d'autres types de rassemblements. Vous avez les décès et vous avez énormément de personnes qui vont avoir la maladie ou bien qui vont mourir parce qu'ils étaient allés présenter leurs condoléances. Alors cette question-là aussi doit être discutée au niveau des communautés pour trouver des substituts par rapport à l'accompagnement. Parce qu'en fait, quand les gens insistent pour aller présenter leurs condoléances, quand ils insistent et là ils se retrouvent dans un espace de rassemblement, c'est parce qu'ils le font au nom d'un certain nombre de valeurs pour lesquelles ils sont prêts à prendre le risque d'avoir la maladie. Ici, le risque de la marginalisation sociale, parce que vous n'avez pas été, vous avez le sentiment que vous n'avez pas rempli votre contrat de loyauté, vous n'avez pas été à cela, ce sentiment souvent est plus fort que le risque, que la prise de risque par rapport à la maladie. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire?